Bonjour à toutes et tous, nous sommes début août à 900 mètres d'altitude dans les Alpes d'Haute-Provence, dans un potager sans travail du sol, et il fait chaud, comme vous l'avez vu sur l'image d'introduction. Ça tape fort pour les légumes, donc il faut à la fois les protéger et les arroser. On parlera plus tard de la protection, mais pour nos cultures, l'arrosage s'impose. Mais arroser comment ? Bien évidemment, il y a plusieurs façons d'arroser et j'ai été le premier à en utiliser de multiples. On peut arroser par balayage, l'arrosage que vous connaissez, style arrosage de jardin. L'arrosage de jardin, c'est celui-ci, avec des asperceurs qui font des va-et-vient. Ça va bien pour les grandes surfaces. Et si on désire arroser par le dessus. L'inconvénient, c'est que ça arrose tout uniformément. C'est pas très facile à diriger. Et que d'autre part, selon les endroits où vous êtes, c'est pas du tout évident pour les tomates, puisque bon nombre d'entre vous qui vivez dans des climats plus humides sont victimes du mildiou. Je vous fais un gros plan ici, alors que je l'ai bridé pour arroser uniquement dans l'autre sens et pas me prendre la douche. Donc ça, je m'en sers, puisqu'il est là, c'est que je m'en sers, et on arrivera tout à l'heure à la conclusion de la façon dont je m'en sers, mais chaque chose en son temps. Alors l'année passée, j'ai beaucoup utilisé la brumisation, tout simplement parce que je trouvais que c'était un arrosage économique qui n'était pas très agressif vis-à-vis des cultures et qui était aussi un arrosage paresseux, puisque il suffisait de poser et de caler sa poire au-dessus d'un coffre, de laisser tourner le temps qu'il fallait pour que tout s'arrose sans qu'on ait rien à faire. Et voilà. Ça prend 2 secondes à fixer. Et puis c'est fini. Partez faire autre chose, vous laissez 10 minutes, 5 minutes, comme vous voulez. Et ça s'arrose tout seul. Et surtout, avec un arrosage très doux, très doux, très doux. Et puis j'avais déjà vu des serres de professionnels où l'arrosage se faisait de cette façon-là, par des brumisateurs au-dessus des cultures. Donc pourquoi pas, c'était une bonne méthode. Cette année cependant, j'ai un peu évolué, enfin changé, parce que bon, vous me connaissez, hein, je suis en train de tester des trucs. Si je me suis arrosé. Donc, et puis cette année, disais-je, avant d'en prendre plein la figure, j'ai semé, enfin j'ai mis en terre plutôt, où j'ai semé des plantules. Donc je me suis retrouvé non pas avec des plantes qui faisaient 40 cm, mais qui faisaient 10 ou 12. Des fois juste avec les 2 cotylédons. Et pour cette façon de cultiver là, même l'arrosage par brumisation, surtout que c'est pas une brumisation ou une pure brumisation, hein, il y a quand même un petit jet, se révélait trop agressif. Ça avait tendance à coucher les plantules et à les alourdir avec l'eau, hein, tout bêtement. Hein. Donc j'ai commencé à arroser à la main, de façon classique, hein, avec la pomme, avec un petit débit, j'arrosais à la main. Et puis au fil du temps, donc en observant mon sol et la façon dont il gérait l'eau, je me suis rendu compte d'une chose que vous allez constater dans quelques instants. Donc pour cela, rendez-vous dans la baignoire. La baignoire qui est ce grand et vieux coffre que je destine surtout à des cultures de choux notamment, parce qu'il est un petit peu moins bien protégé que les autres. Voilà l'engin, il n'a le nom de baignoire qu'en raison de sa forme, hein. Rien à voir avec un remplissage d'eau ou quoi que ce soit. Première constatation donc, afin de ne pas risquer d'abîmer les plantules, je me suis mis un peu arrosé autour. Il faut savoir qu'ici on a 6 barres de pression.
Rien. J'arrose comme un malade 20 cm au-dessus, parce que le terrain est légèrement en pente. Rien. Ça m'a mis un peu la puce à l'oreille. On recommence? Allez, c'est reparti. Toujours rien. Pas le moindre ruissellement à mes pieds. On fait à côté? Allez, on fait à côté. Bon, je ne vais pas le faire pendant 1 heure non plus, hein. Je crois que vous avez compris le sens de la démonstration. C'est que lorsque vous avez un sol qui est vivant, c'est la définition, je crois que c'est la meilleure définition qu'on peut donner, eh ben, il absorbe l'eau. Il absorbe l'eau qui ne ruisselle pas et qui profite au sol. Et ça, quand même, ça pose question. Si vous rajoutez à ça la pluie, vous vous dites que c'est inutile d'arroser vos plantes. Tout simplement. Quand je dis d'arroser vos plantes, c'est arroser vos plantes directement. D'autant plus que quand on arrose ses plantes directement, on s'expose forcément à ce type de petits soucis. Parce que, bien évidemment, on les arrose plus ou moins bien, et puis voilà. Ce qui ne veut pas dire que le plant ne s'en sortira pas, bien entendu. Mais on multiplie les risques, que ce soit pour les tomates ou d'autres cultures qui, à d'autres périodes de la saison, plus humides, peuvent être beaucoup plus sensibles qu'elles ne le sont en plein été. Donc un débit maximum, pas de ruissellement, la pluie qui arrose de façon indéterminée au sol, et, vous le savez, la vie du sol qui me tient plus qu'à cœur, puisque, comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'arrose la partie qui est non cultivée. On va voir pourquoi. Parce que cette partie non cultivée, elle est peuplée. Elle est peuplée de tout un tas de choses que je ne vois pas, mais dont je vois les conséquences. Jusqu'à présent, à part des insectes, des sauterelles, etc., je ne sais pas ce qu'il y avait dessous. Et depuis quelques mois, je vois que je suis peuplé. Alors vous le voyez là, je suis peuplé d'une superbe terre. Je suis peuplé de quelqu'un qui fait le boulot, ou de quelques-unes qui font le boulot pour moi, à savoir les taupes. Et ça, je trouve ça miraculeux. Ça, j'ai jamais vu ça, voilà. Quand je suis arrivé, il y avait 0 taupe. Et depuis que j'arrose, il y a des taupes. Depuis que j'entretiens ce terrain, si vous voulez. Parce que j'arrose aussi quand il n'y a pas de culture. Parce que ce qu'il faut, c'est penser à son sol de façon globale, et pas seulement à ses plantes. Son sol, c'est un ensemble vivant qui le rend ensuite à vos plantes. Donc si vous avez, je ne dis pas que ça demande de gros moyens, mais un petit peu d'eau à consacrer à votre sol, même quand il n'est pas cultivé, moi je dis, allez-y, banco. Je ne sais pas si vous voyez, ça c'est de la taupe. Ça, vous voyez, j'ai jamais vu ça moi chez moi. Ça c'est de la taupe. Et il y en a de partout, hein. Il suffit de marcher pour qu'on sente sous ses pieds de la terre à taupe et des petits monticules de terre de taupe. Je crois qu'il y en avait là-dessous aussi. Je sais pas où, vous voyez là, classique. Hein. Voilà. Après ça, vous prenez ça pour vos semis, c'est le top. Donc, on récapitule. On refait un autre essai? Allez, on fait un autre essai avant de récapituler. Vous avez déjà vu cet endroit.
Il y a une courgette que j'ai semée en pleine terre. Vous avez trois aubergines du commerce, dont une qui a été traitée un petit peu différemment. On y reviendra beaucoup plus tard. Le tout dans un endroit qui recevra ensuite un coffre qui est, on va dire, en pleine nature, hein, et au milieu des herbes sauvages. Vous voyez une accumulation d'eau avec tout ce que j'ai balancé, rien du tout. Alors je vais essayer d'aller plus délicatement dans le pied de l'aubergine. Vous voyez la vitesse à laquelle ça absorbe. Alors bien entendu c'est contenu par la collerette, mais ça permet justement de se rendre compte, puisque la collerette se remplit bien sûr, et contient l'eau. Donc ça permet de se rendre compte de la vitesse d'absorption. Donc tout ça pour corroborer ce qu'on a vu tout à l'heure dans le coffre baignoire, à savoir que quand on a le sol qu'il faut, on peut balancer de l'eau, et l'eau est, comment dire, bue par le sol, elle est absorbée par le sol, elle ne ruisselle pas et elle profite au sol. Donc ça permet d'évoluer dans sa façon d'arroser, de laisser tomber la brumisation, de laisser tomber éventuellement le balayage, si ce n'est que là je le laisse perdurer, parce que pour arroser une aussi grande surface, il faut du balayage. Bref, et ça permet de modifier sa façon d'arroser ses planches, et en ce qui me concerne, les coffres. On va voir ça tout de suite. Alors je vais prendre comme exemple un coffre un peu galère, c'est-à-dire bien fourni, bien touffu, et en plus comme j'ai eu la bonne idée de serrer comme un idiot les coffres entre eux, je ne le regrette pas parce que ça me permet de faire mon yoga, et mine de rien, en vieillissant, ce sont des choses qui comptent, mais quand même, c'est physique. Il faut s'accroupir, il faut se contorsionner. Au lieu de se fatiguer à essayer d'arroser au pied des plantes, je me suis dit que pour transposer ce que vous avez vu tout à l'heure, à la fois dans la baignoire et dans la partie du potager en pleine terre, si je puis dire, qu'on pouvait faire exactement la même chose dans les coffres. Au lieu d'utiliser la pomme, d'appuyer tout doucement et de viser toujours d'un peu loin pour arroser mon sol qui absorbe très bien, autant ici que là-bas, j'ai un peu changé le fusil d'épaule, et comme le gros débit était accepté par le sol, je me suis dit c'est idiot de faire de la dentelle pour chaque pied, arrose ton sol comme la pluie le fait, et on reboucle avec l'observation précédente. Mais ça se trouve dans la chaise longue et pas forcément sur le terrain, bon Dieu, mais c'est bien sûr. La pluie, elle s'en fout, elle arrose n'importe où, n'importe comment, mais elle arrose le sol, elle n'arrose pas le pied de tomate, mon pied de poivron, mes haricots spécialement, elle arrose le sol en général. Donc faisons pareil, mais faisons pareil en s'adaptant aux cultures, c'est-à-dire qu'on ne va pas balancer un jet badaboum sur ces tomates ou sur même des plantules d'ailleurs, par crainte de différentes choses, de la destruction parce que l'eau c'est violent, ou du mildiou, et on va créer un flux d'eau qui va pénétrer dans le sol parce que le sol permet d'accepter un gros flux d'eau, et de par le fait, on va donner à boire à son sol, puisque le sol est vivant, il faut lui donner à boire, on est d'accord? Donc on va donner à boire à son sol, et dans ce sol dans lequel il y aura de l'eau, les plantes iront chercher l'eau dont elles ont besoin, sans qu'il soit nécessaire forcément de se faire chier à les arroser chacune au pied. Pour cela, on supprime la poire, on se fait un petit raccord ad hoc. Ce raccord ad hoc, on le clipse sur son tuyau d'arrosage. Et ensuite, en avant, que vous ayez un coffre ou que vous ayez une planche, c'est exactement pareil. Là, vous avez un robinet. Vous pouvez même enfoncer le tuyau dans le sol si vous voulez. Et vous faites votre arrosage du sol. Du sol, du sol, du sol.
Vous n'arrosez que le sol. Vous voyez comme j'arrose à grande eau et comme déjà ça boit. Alors là, voilà, j'arrose à grande eau, ça fait son petit lac, c'est normal. Je m'éloigne. Et vous voyez en quoi 5-6 secondes, cet énorme débit a été abreuvé. Là-bas c'est pareil, ça ruisselle même pas. Pendant que je vous parlais, je l'avais mis là-bas, ça ruisselle même pas vers ici. C'est pour vous dire comme ça absorbe rapidement. On est à quelques centimètres là. On n'est même pas encore, ça n'arrive même pas à ruisseler. Et là ça débite. Hein. Ça débite, ça débite. Donc je vais arrêter parce que ayez un sol vivant et vous n'aurez plus de ruissellement. Tenez, on va faire la démonstration. Maintenant, dans un endroit qui n'est pas enherbé. Regardez-moi comme ça ruisselle. Regardez la différence. Regardez. Là, vous faites le ruisseau qu'on a l'habitude de voir dans les champs en terre nue, et voilà. Vous voyez comme ça ruisselle. C'est le petit fleuve. Et c'est déjà là-bas. Hein. Ça a déjà parcouru 4 mètres sans pénétrer. Hein. Là, on est là. Et si je me déplace maintenant de quelques centimètres, c'est-à-dire de là, je vais aller dans les herbes à droite, de quelques centimètres, il y a quoi, 50 centimètres. Ça ruisselle. Ça ruisselle là. Alors je le pose. Je le pose. Attendez. Alors je le pose et je regarde. Là je suis à 20 cm hein, du truc. Ça ruisselle. Je suis à 20 cm de l'embout. Hein. Ça ruisselle rien du tout. Ça boit, ça boit, ça boit, ça boit, ça boit. Ça boit. Vous le remettez là. Et hop. Et vous voyez la vague immédiatement avancée. Et dégouliner et se perdre. Donc j'arrête. Donc vous avez vu, c'est quand même assez spectaculaire. Il suffit qu'il y ait de la matière, de la vie, des herbes, même si c'est des mauvaises herbes, pour que votre sol ait un comportement totalement différent à 20 cm d'écart. Et toute l'eau qui s'est perdue ici, elle ne s'est pas perdue là. Donc si ça c'est votre planche, bah c'est pas top. Alors que si ça c'est votre planche, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc on fait un résumé très rapide. Et il y a un sol vivant qui va accepter toute l'eau que vous allez lui donner, qui va en profiter au maximum et à 100%, sans perte, qui vous permettra peut-être bien même d'arroser beaucoup moins que ce que vous arrosiez précédemment. Là, c'est de l'eau lourde, si je puis dire. Et le sol, il la boit. C'est bénéfique aux animaux du sol, à la vie du sol. C'est bénéfique au temps que vous y passez. Et c'est bénéfique pour vos plantes. Et ne pensons pas forcément qu'arroser avec un gros débit soit une dépense supérieure, car le temps d'arrosage est extrêmement restreint. Quand j'arrose les coffres, je reste quelques secondes à un endroit. C'est bu immédiatement. J'ai pas besoin de m'embêter la vie. Je sais que ça va où ça doit aller. Donc, il n'est pas du tout certain que la dépense d'eau soit supérieure avec un arrosage à gros débit sur un sol qui sait l'accepter et qui sait en profiter, qu'un arrosage à petit débit sur un sol qui ne sait pas en tirer profit à 100%. En fait, la conclusion, elle n'est pas évidente parce que c'est un système global.
C'est-à-dire que si vous avez un sol vivant, il va boire l'eau que vous allez lui donner. Et s'il boit l'eau que vous lui donnez, c'est que vous avez un sol vivant. Donc en fait, si vous voulez, il faut partir à la base de l'idée que le sol doit être au plus proche de ce qu'il est dans la nature, c'est-à-dire avec des cultures, un couvert, alors ça peut être les cultures, le couvert, mais des cultures souvent enherbées, parce que c'est toujours mieux d'avoir des herbes sauvages, par exemple, vivantes, avec des racines vivantes, pour entretenir le sol, qu'un couvert inerte, mais c'est pas toujours évident, bien que pour un particulier ce soit pas très complexe à gérer et que même les professionnels y arrivent, puisqu'ils font des cultures sur couvert vivant. Donc l'idéal c'est quand même ça. Après vous avez les autres couverts qui peuvent être de la tonte, qui peuvent être du foin, qui peut être du broyat, qui peut être du BRF, etc. Donc chacun fait avec ce qu'il peut trouver, ce qu'il a et ses moyens, mais le fait est que le sol doit être couvert. C'est ça qui le rend vivant, et à mon sens, plus il est couvert d'un couvert vivant, plus il est vivant. Parce que les racines vivantes, ça donne à manger à toute la faune du sous-sol, parce que ça fait en permanence de la photosynthèse, ce que ne fait pas un couvert inerte, par exemple. Et qui dit photosynthèse dit énergie transmise au sol, et ainsi de suite, et la boucle est bouclée. Donc vous l'avez vu qu'à partir du moment où vous avez un couvert, votre sol boit l'eau sans en perdre une goutte. Et c'est ça qui est l'essentiel, puisque le thème c'est quand même l'arrosage, qu'il n'y ait aucun ruissellement. Le but c'est que 100% de l'eau d'arrosage ou de pluie pénètre dans votre sol et soit bu par votre sol. Si, comme dans l'exemple où j'ai arrosé les passe-pieds, ça dégueule, c'est pas bon. À partir de là, c'est pas non plus très sorcier, hein, voilà. Il suffit de laisser la vie s'installer. Moi, je dis que les herbes sauvages font le meilleur boulot. Voilà, je l'ai constaté, c'est un excellent boulot. Mais par contre, les apports style foin font un autre travail, celui de nourrir aussi, avec des rapports carbone-azote équilibrés. Donc à chacun de faire son choix, un petit melting pot des deux, c'est un peu ce que je fais, un peu d'herbe sauvage, un peu de foin et compagnie, plus un peu de fumier, et je pense que le tour est joué. Donc voilà, à vous de jouer, de voir comment l'eau se comporte dans votre sol, comment la vie du sol peut en profiter, sachant une chose, que les vers anéciques, ceux qui sont les plus performants en ce qui concerne notre sol, se mettent en diapause de la fin mai à début septembre. Voilà, tout simplement. Mais attention, ils ont besoin d'humidité. Donc c'est pas pour ça qu'il faut négliger l'arrosage des zones non cultivées, mais cultivables. Parce que quand je disais que j'arrosais les zones non cultivées, ça va devenir des zones cultivables, bien entendu. Je n'arrose pas la totalité de la pampa, histoire de faire vivre le sol, là, il se débrouille. J'arrose ce que moi je vais cultiver dans un futur proche, et je l'entretiens comme tel. Et il faudrait toujours que le sol, même si vous ne l'avez pas cultivé, soit humide et couvert. Ne l'oublions pas, et couvert, couvert, couvert.